Bonjour et bienvenue à la dernière table ronde du Finistellaire, donc programmée ce dimanche après-midi. La thématique de cette table ronde, il s'agira donc de répondre à plusieurs questions autour de la science-fiction. Et pour m'aider à répondre à ces questions, je suis accompagné de plusieurs adhérents et surtout d'auteurs adhérents à l'association de SF, la 29e dimension. Donc je pense on va refaire un peu comme hier après-midi pour ceux qui étaient absents. Je vais demander à tour de rôle à chacune et chacun de se présenter à la fois soi-même et son œuvre succinctement. On commence avec toi, Florence. Alors, bonjour, donc je suis Florence Desclos, je suis l'auteur d'un premier roman, d'un polar fantastique steampunk, donc Merveilleuse Chimère. Voilà, donc qui se passe dans un univers un peu particulier, dans le sens où c'est une société qui s'est isolée sous un dôme pour y conserver l'air pur et qui a trouvé la solution de régler le problème des pollutions, puisqu'ils les ont mises à l'extérieur du dôme. Donc ils continuent évidemment d'exploiter les ressources de la planète, ils continuent évidemment de polluer l'air, mais pas à l'intérieur, donc tout va bien. Merci. Jean-Christophe. Oui, bonjour, Jean-Christophe Gabdy. Alors, le roman qui est là devant, Les Ajusteurs, c'est le 10e roman qui vient de sortir. J'ai créé un univers science-fictionnel qui s'appelle SysSol, c'est-à-dire le système solaire. Je fais à la fois du space opéra, donc des voyages dans l'espace. J'ai des romans de voyage dans le temps, des dystopies, c'est celui-ci, des utopies et Planète Opéra, plus une série de romans policiers du futur, avec un détective qui est un androïde à ce niveau-là. Ouais. Merci Jean-Christophe. Nicolas. Donc Nicolas Skinner, alors je suis pas aussi prolifique que JC Gabdy, j'ai écrit qu'un seul roman de science-fiction, Chimera, qui est sorti cette année, donc qui est ancré dans un contexte plutôt réaliste et contemporain. D'accord. Donc, je suis Julien Lahoche, je suis l'auteur d'un roman de philosophie-fiction et science-fiction philosophique qui s'appelle Ama. Et bon, j'ai également écrit une nouvelle de science-fiction qui s'appelle Saturne, qui se déroule plutôt sur Concarneau. Et donc voilà. Très bien. Rémi. Bonjour, Rémi Toulard-Astel, simple membre de l'association, je ne suis pas auteur, j'ai toutefois une émission de radio sur Radio Évasion tous les deuxièmes mardis du mois sur la science-fiction. Non, merci. Qui s'appelle comment ? Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Titre long, mais bon. Merci Rémi. Donc pendant l'heure qui va suivre, on va essayer de répondre à plusieurs questions de SF qui s'arc-boutent en fait autour de grandes thématiques comme comment définir la science-fiction, quelle origine pour la science-fiction et surtout le rôle que la SF joue dans notre quotidien. On va tenter de trouver une définition à la science-fiction, bien que ce soit loin d'être évident. Et pour cela, je vais demander à certains d'entre vous, je vais peut-être vous citer la définition qu'on trouve dans un dictionnaire, pour débuter. Genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces-temps fictifs, entre parenthèses souvent futurs, impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes. Est-ce que vous avez quelque chose, tous les 5, à ajouter ? Oui, Julien. Asimov disait qu'il y a autant de définitions à science-fiction que d'auteurs. C'est vrai. Chacun a sa propre définition de la science-fiction, c'est un domaine tellement vaste. Après, il y a un nombre. Après, je n'ai pas de définition précise, à part que, effectivement, c'est de la fiction où on met de la science. Oui. Généralement, ça parle du futur, souvent. Oui, le futur est impliqué dans cette définition. Oui, Nicolas, tu voulais... Ouais, du coup, en fait, de mon point de vue, après encore une fois, c'est personnel comme vision, mais... Non, mais c'est intéressant. Une œuvre de science-fiction, ça doit, selon moi, se focaliser sur 3 aspects principaux. Donc les aspects scientifiques, technologiques et philosophiques. Oui, c'est ça, vrai. Donc scientifique, parce que qui dit science-fiction dit science.
Donc il faut quand même qu'il y ait une base scientifique sans forcément être de la science-fiction où on va rentrer Il dans faut le rester détail. accessible au lecteur. Voilà, faut au moins que ce soit vulgarisé Voilà, et que ce soit voilà, un peu réaliste de ce point de vue-là. Ensuite, l'aspect technologique, c'est toujours intéressant d'imaginer comment va évoluer la technologie, pas seulement pour ce qu'elle est, mais pour toutes ses implications au niveau société, économie, politique. Quelle extrapolation en fait Quelle extrapolation, voilà, on peut en retirer. On peut en retirer et c'est voilà, et voir comment ça peut évoluer. Et philosophique parce que je trouve que c'est intéressant aussi de se remettre un petit peu en question. Au final, là, on est sur un petit caillou comme ça qui dérive dans l'espace qu'on appelle la Terre, et puis on n'est qu'une personne parmi plusieurs milliards, donc au final, bon, c'est vertigineux. C'est vertigineux, donc nos petites raquettes du quotidien, finalement, ils peuvent être un petit peu remis en perspective de ce point de vue-là, quoi. Donc voilà, l'aspect un petit peu philosophique. D'accord. Rémi, tu voulais... Ce serait juste une adaptation de la définition. Approche. Je ne veux pas réécrire le dictionnaire. D'accord. Mais genre littéraire, pour moi, c'est un peu réducteur. Oui. Au départ, c'était ça. J'ai pas noté en fait le dictionnaire de référence, mais je pense que ça doit être une vieille définition. Parce que il y a plusieurs médias. Le livre était forcément le premier média. Après, il y a eu le cinéma, les jeux vidéo. Voilà, l'âge d'or en fait. Donc c'est pour ça que c'est plus vaste, on va dire, que la littérature. Même si le sujet principal de ce festival, c'est la littérature. Oui, tout à fait, ouais. Florence, ton avis sur... As-tu une définition à partager? Disons que par rapport à la science-fiction, en effet, on a cette dimension donc, scientifique et puis fictionnelle. C'est-à-dire que forcément, ça va toucher à l'imaginaire. Oui. Donc en fait, on est, si on en prend une définition stricte, dans une science qui n'existe pas. Qui n'existe pas encore. Donc en fait, finalement, dans ces histoires, on va forcément mettre en avant en fait, le processus scientifique. En fait. Oui. On a des personnages en fait, qui sont en quête, qui sont en recherche. Donc sur un objet, sur une thématique, et qui sont en recherche. Et c'est là justement où ça va rejoindre la philosophie. Et finalement, ce sont beaucoup des histoires pour sortir du genre littéraire, mais finalement, au fond, qu'on soit sur du cinéma, qu'on soit sur de la bande dessinée, sur la littérature, donc du format roman, nouvelle, au fond, c'est raconter des histoires. Et en fait, c'est des histoires qui sont forcément problématisées. Voilà. Donc on va en fait poser un questionnement, et on va questionner en fait la technologie, cette avancée scientifique, finalement comme le faisait Jules Verne à la fin du 19e. Quoi. Tout à fait. Jean-Christophe? Dans l'autre aspect, je vais me permettre de compléter ce que tu disais sur la philosophie, qui me va bien. C'est qu'en fait, l'une des particularités de l'imaginaire, c'est qu'on crée des mondes. Ce qui signifie qu'on va créer des sociétés, on va avoir un impact politique, social, humain, en définissant et en proposant que ce soit des pistes de réflexion, disons on pourrait penser à ça, on pourrait aller vers ceci, où il y a tel danger à aller vers tel élément, et où, au contraire pousser vers des changements, que ce soit les changements technologiques, climatiques, par exemple, puisqu'on est dans ce genre de choses, mais sociétaux aussi, relationnels, qui sont importants. C'est-à-dire que c'est aussi, la science-fiction est aussi un élément de réflexion qui est à prendre en compte dans le sens où, comme je disais, c'est des éléments problématiques, c'est-à-dire on peut pousser à réfléchir et à proposer des solutions dans un sens ou dans l'autre, soit pour montrer qu'effectivement on pourrait améliorer certaines choses, soit pour au contraire mettre en avant un certain nombre de dangers, de risques qui peuvent exister ou apparaître. Merci. En préparant cette... Oui, Philippe? Ouais, c'était juste une question, mais c'est le moment où... Ouais. Vas-y. Non, mais parce que moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le lien entre la fantaisie et la science-fiction. Parce que j'ai fait... par exemple, j'ai lu Robin là, par exemple. Oui. Alors, elle est classée dans la fantaisie. Mais quand
une personne qui se mélange avec un dragon, avec des... Je veux dire, pourquoi ce ne serait pas de la science? Alors Ouais. c'est la seule différence que l'on peut avoir, enfin, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à dire ça, c'est qu'effectivement, à la base, on essaie de dire, dès qu'il y a une notion de magie, c'est magique, c'est-à-dire qu'on est incapable de l'expliquer. On va plutôt considérer que c'est de la fantaisie. Mais c'est de l'imaginaire, il ne faut pas rêver, donc ça se rejoint. Et donc ce qu'on vient de dire, que très bien, si on enlève la connotation technologique et scientifique, et même dans Robin Hood, de toute façon, il y a des aspects technologiques sur ce qu'elle fait, ce qu'elle présente. C'est plutôt cette notion, il y a des éléments magiques. Il y a quand même de la magie dans ce qu'elle fait, mais avec ses dragons. Bien sûr, hein, je crois que c'est dans la balade de Perne, il est question de dragons génétiques, enfin de créatures... oui, pardon, Anne McCaffrey qui écrit là. C'est là en fait où on en arrive justement un petit peu au cœur de la classification. Oui, Et donc oui, finalement, à la genre, manière du règne animal, faut-il classer les auteurs? On en est justement là. Parce que justement, nous, en tant qu'auteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir notre propre univers qu'on va développer, mais finalement, je ne sais pas si vous me rejoignez là-dedans, mais c'est une histoire en fait qui nous tanne, qui s'impose à nous, qui nous demande à sortir, qu'on intègre dans un décor, qu'on va intégrer dans des accessoires, qu'on va intégrer dans... finalement, on va suivre nos personnages. Elle s'impose un peu à nous, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils nous échappent, nos personnages. Et finalement, à un moment... on en arrive à un stade où on se dit ah tiens, il y a tel ingrédient, et puis il y a tel autre ingrédient, et puis il y a ça, et puis là dans mon imaginaire ça fonctionne, donc allons-y. Et c'est ensuite qu'on va avoir des soucis avec les lecteurs, les libraires, qui vont dire ah, mais je le range où? Mes merveilleux chimères, je le mets où? Je le mets dans les romans policiers? compliqué. Je le mets dans la science-fiction? Je le mets dans la fantasy, parce que d'une certaine façon, c'est vrai que... Et du coup, qu'est-ce que tu répondais en fait Ben, je sais pas, c'est pas mon métier. donc c'est aussi ça, en fait, un peu l'enjeu, c'est la classification. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, si on revient un petit peu à l'histoire de la littérature, ben, finalement, il y a eu énormément de romans... de fantasy qu'on peut même plus aujourd'hui classifier uniquement d'heroic fantasy ou de dark fantasy, parce que finalement l'heroic fantasy, bah, ça va commencer en fait avec Tolkien, la dark fantasy peut-être avec Moorcock, et aujourd'hui en fait bah, finalement ça commence à être daté. Il y a beaucoup de productions de fantasy, beaucoup de productions de science-fiction, et au fond on va pas toujours écrire la même chose avec les mêmes codes, donc on va questionner aussi le genre littéraire, et bien entendu que ça se mêle, en fait. Ça peut finir par se mêler. Totalement. Après, de mon point de vue, en fait, c'est aussi une question de fond et de forme, quoi. C'est un peu ce qu'on disait hier quand on parlait de dark fantasy. Si on prend la fantasy, globalement, voilà, ça se passe dans un monde imaginaire, avec différentes races, différentes créatures. Et donc il y a la magie qui vient un petit peu apporter un petit élément merveilleux. Et si maintenant on remplace le monde imaginaire par une planète exotique un petit peu dans l'espace, la magie par de la science un petit peu futuriste et les races par différents types d'extraterrestres, on vient de passer de la fantaisie à la science-fiction. Et on peut raconter la même histoire finalement, c'est qu'une question de fond et de forme et d'habillage. C'est tout à fait ça. Jean-Pierre, tu voulais... En préparant donc, cette table ronde, j'étais amené à développer aussi une définition, ma propre définition, où j'aime penser à croire en fait que la science-fiction interroge le futur pour comprendre le présent, et quelque part le genre littéraire de la SF se retrouve être une littérature du réel. J'avais envie c'est un peu en fait le point de vue de Jean-Marc Gliny. C'est un auteur de SF français qui habite dans le Morbihan et qui a notamment écrit sur le cyberpunk et plus récemment sur des romans sur Aquatm par exemple, qui parlent de la gestion de l'eau dans les années futures au niveau mondial. Lui, sa définition, c'est que ça serait plutôt un regard sur le présent
à travers le prisme du futur. Et je trouvais que ça se rapprochait vraiment de mon point de vue. Après, pour compléter un peu cette définition, j'avais envie de vous partager la définition d'Hugo Gernsback, qui est à l'origine en fait du terme science-fiction, donc, mais qui employait en fait l'ancien terme, c'est-à-dire donc la science-fiction. C'est une histoire romanesque attrayante à laquelle se mêlent des éléments scientifiques à une vision prophétique. Donc on reste vraiment dans la projection des sciences dans les années futures. Il y a une autre définition que je voulais vous communiquer, et si vous voulez commenter en fait ces définitions-là, vous êtes invités, toutes et tous. Alors, je pourrais juste intervenir justement par rapport à la démarche scientifique. En fait, ce qui est intéressant dans la démarche scientifique, en fait, on est dans une quête de vérité, finalement. Et aujourd'hui, on voit un contraste en fait dans comment on voyait les sciences un peu avant la révolution scientifique du XVIIe siècle, et comment il y a eu vraiment un basculement en fait à ce moment-là, puisqu'on est passé par la Seconde Guerre mondiale. Non, enfin, disons qu'au XVIIe siècle, on se met petit à petit à développer une démarche scientifique moderne, en mettant en avant notamment l'observation, l'expérience, en fait... Tu évoques la révolution industrielle ? Ce qui amènera par la suite à la révolution industrielle, et à la révolution scientifique, et en fait à la science moderne. En fait. Oui. Parce qu'auparavant, on se référait systématiquement aux livres pour faire de la science. Au Moyen-Âge, c'était le cas. Donc, c'est-à-dire qu'on allait chercher notamment dans les textes religieux, on les croisait, et du coup, on arrivait à des conclusions scientifiques. Mais en fait, on ne passait pas par l'observation. Donc, au fond, dans la science-fiction, aujourd'hui, on met aussi nos personnages dans cette posture-là, c'est-à-dire dans une démarche scientifique pour réfléchir sur un sujet et se dire, voilà, je vais être en quête d'une vérité, et parfois ils se rendent compte en fait qu'ils se trompent pour arriver vers une conclusion. C'est ça la démarche scientifique moderne, finalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan... Oui, on accepte de se tromper. Sur le plan scientifique, d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit dans toutes les sciences, que ce soit d'ailleurs les sciences dures ou la science humaine, en fait, on est toujours en train de remettre en cause, je le vois en histoire, pas plus tard que vendredi, voilà, en géographie, par exemple, ça y est, on a une nouvelle notion dans l'ère urbaine, et maintenant on l'appelle unité urbaine. Voilà. Il y a encore toujours des évolutions en fait, scientifiques, et des réflexions en fait, sur le monde qui nous entoure. Donc dans la science-fiction, pour moi, il y a cette dimension-là aussi qui me semble importante de mettre en avant la démarche scientifique. Ça ne veut pas dire que les romans SF sont uniquement scientifiques. Ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est abordable pour tout le monde, mais quand on le conçoit, on s'appuie sur ce genre de choses. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire que derrière, ça y est, on va lire un roman de science. Bon, c'est pas forcément. Enfin, on est tous pareils, à un moment donné, on met un peu de merveilleux dans nos histoires. Hein. Enfin, même beaucoup. L'objectif, c'est quand même, numéro 1, c'est de faire rêver. D'accord ? Et la science fait aussi rêver. C'est ça le truc. On profite de ce que tu disais, de cette évolution, et permet de dire que la science nous fait découvrir tout un tas de choses, et on peut nous en profiter pour faire rêver grâce à ça, en disant, mais tiens, aujourd'hui, si on regarde la SF, parler des années 50, et ce qu'il y a maintenant, ce qu'on connaît sur les planètes, rien que celle du système solaire, celle des exoplanètes qu'on a découvert, qu'on est capable de prouver, ça change plein de choses. Et on a des découvertes. Et on sait que, par exemple, ce qu'on écrit, nous, aujourd'hui, moi je sais que, par exemple, j'ai écrit un cycle sur le système solaire, c'est pas la peine, dans 20 ans, ça ne vaudra plus rien, scientifiquement parlant. L'histoire sera toujours là, par contre, ce sera déjà ça. Et quelle approche, en fait, quelle réaction vous avez par rapport au fait que d'ici 20 ans, en fait, ce que vous avez écrit, ça sera quelque part un peu dépassé? Comme je viens de dire, l'histoire restera. Il y aura toujours le roman, il y aura toujours ce qui a fait rêver. Et là, alors, juste le fait, pour moi, ce qui était vachement important dans les romans que j'écris, la dimension humaine sera toujours là, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des êtres humains, il y aura toujours des problématiques qu'on se pose. Il ne faut pas rêver, on se pose aujourd'hui des problématiques qui déjà existaient auparavant au niveau sociétal.
Elles ont peut-être changé de forme, peut-être changé de nom, mais elles sont toujours là. On a des problèmes humains et ceux-là, ils vont pas changer. Donc, même mon roman, mes romans, si dans 20 ans, technologiquement, on me dira, ouais, non, tu sais que Titan, il est plus comme ça. Désolé, on a découvert. Ouais, c'est pas grave, la problématique sera quand même la même. Mais on fait rêver. Pour l'instant, on n'essaie pas de façon, quand on n'écrit pas pour des lecteurs qui vont sortir. Peut-être que nos livres, quand on ne sera plus de ce monde, seront lus comme ceux des Asimov, des Silverberg, des trucs. Mais honnêtement, on s'en fiche pas. Oui, mais finalement. 1984, ça vaut le coup de le lire même maintenant. Hein. Pourtant, 1984, c'est une dystopie et qui effectivement fait écho dans nos sociétés actuelles. Ça résonne beaucoup actuellement. Et 1984 a été publié en 1948, d'où le titre en fait du roman où ils inversent en fait les deux derniers chiffres. Il y en a tout, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est tout. Tu regardes tous les trucs de SF. Florence, tu voulais... Oui, justement, pour venir à ça, je prendrais l'exemple de Jules Verne. Mais au fond, est-ce que Jules Verne... Enfin, ça y est, est-ce qu'il est daté? Ouais. Finalement pas, parce que quand on relit, quand on lit l'île à Hélice, eh bien finalement il invente Skype, il invente YouTube, on peut mettre des commentaires sur le spectacle auquel ils viennent d'assister, voire même les applaudissements des habitants de l'île à Hélice sont retransmis sur le continent américain, donc finalement il innove encore. Voilà. Et si je parlerai même de l'île mystérieuse, mais c'est Minecraft. Hein. C'est surprenant. Alors ça, tu vas un peu loin. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Non, mais... Parce que dans l'île mystérieuse, oui. Il rencontre assez peu d'accros finalement. C'est pas un roman de survivaliste, enfin de survie finalement, parce que les personnages s'en sortent assez bien. Et oui. J'emploierais le terme de Minecraft, il spawn en fait véritablement, puisqu'en plus il tombe d'un ballon, Ouais. du ciel, donc ils spawnent exactement comme dans Minecraft, et ils ont une découverte de l'île où ils se mettent sur un promontoire, donc ils vont nommer, je sais plus le nom, l'île Lincoln, enfin voilà, et ils se mettent sur un promontoire exactement comme on fait dans Minecraft pour pouvoir développer la carte par la suite. Donc oui, Jules Verne, daté peut-être, mais en fait il avait déjà pensé à pas mal de choses. Il connaît surtout une seconde jeunesse avec le steampunk. Ouais, oui. Mais bon, ça c'est encore un autre. Mais on peut aussi penser qu'on est dans la période du merveilleux scientifique. C'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment le le merveilleux scientifique qui, quelques années après, s'appellera Parce que la France a science-fiction. raté du reste puisque ses écrivains étaient très bons. Et qu'elle n'a pas plu. Mais vous êtes en train de spoiler mon roman là, puisque j'ai mis merveilleuse dans le titre. Parce que finalement, la merveille, c'est le chef-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle une merveille. En fait, ça va être un chef-d'œuvre et une performance technologique en fait pour une époque. Donc en fait, le merveilleux finalement, voilà, on trouve la technologie. C'est un home-punk Hop-punk avant l'heure, je crois. Voilà. Quoi donc Jules Verne et tout ça, ouais. Parce qu'on a c'est quand même optimiste la science. Oui. Malgré tout avec lui. Oui, on peut voir un peu ça comme Alors ça. après, c'est vrai que dans Jules Verne, on va avoir une dimension uniquement merveilleuse, mais pas forcément des chimères monstrueuses, pour reprendre mon film. Non, c'est très scientifique. Mais hein, en ça tout reste cas, quand même c'est vrai très, que ça pose pas du tout en fait la question environnementale. Si je prends l'exemple en effet de l'île mystérieuse, ouais, ils y vont quand même, ils y vont bien quoi. Je veux dire, ça leur pose aucun souci de placer des hauts fourneaux, d'aller exploiter les animaux, enfin voilà, c'est sûr. Mais on le retrouve aussi dans Robinson Crusoe et finalement où on a cette exploitation en fait du territoire qu'on découvre. Mais ça, c'est le 19e siècle. Voilà. Tout à fait. Et Jean-Christophe, tout à l'heure, tu évoquais la place de l'humain dans la science-fiction, et je voulais faire en fait une sorte de parallèle avec la définition de Theodore Sturgeon de la SF. Donc pour rappeler, Theodore Sturgeon, c'est un auteur de SF américain qui a écrit Cristal qui songe et entre autres les plus qu'humains surtout. Lui, Vous avez lu ça, vous? C'est vieux, ça, oui. J'ai lu ça. Lui disait qu'une bonne histoire de science-fiction est une histoire construite autour d'êtres humains, avec un problème humain et une solution humaine.
et qui n'aurait pu se produire sans son contenu scientifique. Je pense que tout à l'heure, tu étais vraiment dans le vrai. Quoi, Pour moi, je suis là-dedans. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que les autres facettes ne marchent pas. Hein. Non, Loin de là. non, mais c'est une facette, effectivement. Je pense que la place de l'humain est vraiment cruciale en science-fiction et que c'est important de le rappeler. Je vous donne une question. Oui. Est-ce que par rapport aux nouveaux thèmes de la science-fiction, par rapport aux anciens, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'on travaille sur des sujets différents? Parce que la science-fiction des années 50, que vous êtes bien connue, les gens, en fait... Ils ont quasiment utilisé tous les thèmes, quoi. Est-ce qu'il y a des nouveaux thèmes? Oui, il y a des nouveaux thèmes, mais il y a surtout des passerelles, en fait. Parce qu'il y a eu toute l'histoire des mondes parallèles, des espaces-temps, des... Je laisse Rémi vous répondre. Après, c'est ma version de cette question, c'est que tous les thèmes ont changé. Au départ, on était plus tourné vers l'approche des extraterrestres, un monde au-delà, et maintenant la science-fiction se tourne plus vers un monde en deux temps, intérieur. On travaille beaucoup la psychologie, l'écologie, l'économie, beaucoup de sciences molles, on pourrait dire, qui vraiment... Sciences humaines. Sciences humaines. Pardon. C'est pas molle pour être péjoratif. Ça marche aussi, moi, je sais pas. Donc c'est scientifique, la molle, c'est une unité. Je crois que j'ai arrêté la physique au moment où il m'a donné la molle. Non, c'est sciences humaines. De mon point de vue, c'est toujours une évolution du domaine de la science-fiction. Ouais, ils auraient abandonné les petits bonhommes verts pour passer plus... Voilà. C'est vrai que ça avait été aussi supporté aussi par un côté un peu, je trouve. Et peut-être aussi qu'il y a la dimension d'altérité qui est davantage mise en avant, puisque c'est vrai qu'on était pas mal dans une culture de conquête. Le rapport à l'étranger, c'est bon que je cherchais. Voilà. Ouais, et un peu propagandiste. De la planète voilà. rouge. Ouais. Rouge communiste, c'est un peu ça, le raccourci. C'est un raccourci. Ce qui veut dire qu'on était dans un contexte de guerre froide. Quand on regarde des films comme Contact, il y a encore des non-humains. Je vais plutôt que extraterrestre, je vais plutôt utiliser le terme de non-humain. Je trouve que c'est à ce niveau-là, et ça existe toujours à ce niveau-là. Mais je prends le cadre de la conquête. Mais c'est vrai que si ça reste sous-jacent à un certain nombre de choses, prenez Avatar. L'objectif, c'est de conquérir. C'est coloniser. Alors c'est caricatural pour faire le parallèle par rapport à la conquête des États-Unis et tout, bon, ce qu'on veut. Mais il y a encore quelque part, on trouve encore quelques éléments thématiques. On est sur la base du capitalisme aussi. Oui, mais au fond, dans Avatar, il y a une certaine remise en question en fait, de cette conquête. Alors que, oui, auparavant, c'était, il y avait vraiment une dimension, voilà, on va découvrir des espaces, et puis on va aller affronter justement l'inconnu, et donc le non-humain, où on n'arrive pas à communiquer, etc. Je pense à la planète des singes, par exemple. Voilà. Et puis il y a aussi l'agression venue de l'extérieur. Donc il faut se défendre, il faut s'en prémunir. Ce qui est le discours finalement pour le port d'armes aux États-Unis, c'est qu'on a besoin de se protéger. Donc on retrouve ce discours-là. Et puis pour revenir sur la propagande aussi par rapport aux États-Unis, pro-armée, quoi. Et gendarmes du monde, voilà, en 90, 2001. Oui, Philippe. Ça m'amène juste une question, mais après je vais arrêter. Parce que... Non, c'est bien. Qui s'adresserait plutôt aux auteurs. Est-ce que vous envisagez un jour d'avoir un héros non humain? Parce que souvent, dans ce que je vois, c'est quand même les héros sont quand même humains. Oui. C'est vrai, il y a toujours cet aspect... Oui, je suis en train d'en écrire. Ouais. Il n'y a pas un seul humain dans le roman. Et j'ai des personnages par endroits qui ne sont pas ou qui ne sont plus humains. Je crois qu'on est plusieurs. Dans la littérature, ça existe. Hein. Déjà, on trouve ce genre de choses. Dans les films, on en voit apparaître. Dans les jeux, sans problème. Parce que je suis dans Dune, par exemple. En ce moment, dans Dune, ce sont des humains qui habitent à tout à fait. Mais le héros, il est humain. Ouais. Mais est-ce que la transformation de l'être humain... Il y a une double problématique à ça, hein, si je puis me permettre. C'est que l'une des difficultés qu'on a à mettre des personnages non humains,
c'est de leur prêter des attitudes et autres qui ne soient pas humaines, justement. Parce que l'une des difficultés, c'est justement cette problématique qu'on a de toujours faire dans l'endomorphisme, l'anthropomorphisme, et que ça pose problème. Et puis aussi par rapport au lecteur, c'est vrai qu'en tant que lecteur aussi, on s'identifie au personnage, et du coup, nous en tant qu'auteur, il faut passer beaucoup de temps en fait à rappeler qu'on a affaire à un non-humain. Alors à ce moment-là, ça peut être intéressant, puisqu'on a un auteur qui, par exemple, a fait une société de centaures. Donc là, avec des personnages justement qui sont non-humains, bien qu'ils en aient à demi finalement l'aspect. Et je pense à un roman justement plus une littérature jeunesse. Je pense au Royaume de Feu par exemple, où on n'a absolument pas la présence d'humains, puisque tous les personnages principaux sont des dragons. Donc ça a été quand même un petit tour de force. C'est de quel auteur J'ai pas le nom de l'auteur comme ça, c'est celle qui avait fait La Guerre des Clans. Ah, oui. Et donc, pareil, La Guerre des Clans, c'est avec des chats. Voilà. Donc, on a des personnages comme ça qui ne sont pas forcément humains. Après, c'est vrai que dans les Royaumes de Feu, les dragons, du coup, sont quand même, ont des sentiments, c'est anthropomorphique. Donc, il n'y a pas eu forcément ce fond, ce travail de fond. Mais en tout cas, voilà, de vraiment nous mettre dans un corps, en fait, de dragons assez gigantesques, avec des ailes, donc ça vole et ça pose aucun problème, qui ont des serres, des museaux, etc. Et du coup, ça donne, c'est vrai, à la lecture une dimension un peu particulière. Et finalement, on s'y fait très très bien, en fait. Oui, l'une des difficultés, effectivement, c'est par rapport, comme tu disais, au lecteur, c'est que si on faisait une histoire de dragon qui pense dragon, qui ne fait que dragon, on aurait du mal à s'accrocher. Et il faut donc qu'il y ait un double jeu, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui soit effectivement différent, qu'on puisse sentir cette différence, comme tu disais, qu'on puisse vraiment, mais il faut quand même aussi qu'on ait comme ça, on est humain, hein. Et on a besoin de repères, d'éléments qui puissent nous dire, bon, ça je peux le comprendre. Et justement, il y a un exemple aussi tout simple en France, c'est Bernard Werber avec les fourmis, où il s'est mis dans la tête des fourmis, voilà comment évoluerait une population de fourmis, et pour reprendre on va dire le recul nécessaire, il alterne avec des points de vue d'êtres humains. Et puis d'ailleurs, c'est un peu de la science-fiction quelque part. Oui, c'est assez bluffant, mais peut-être que Julien va nous parler un petit peu le grand fan des fourmis de Bernard Werber, s'il te plaît. En fait, il parle surtout des humains. Oui, en fait, à travers les fourmis, il veut décrire une société idéale de l'humanité qui se base sur les fourmis. C'est-à-dire que c'est très égalitaire. Et vous direz qu'il y a une façon de s'identifier en tant que lecteur humain au récit de fourmis? S'identifier en tant qu'être humain, en fait. En tant qu'être humain, il fait tout pour. C'est-à-dire qu'il se met vraiment à la place d'une fourmi avec une façon de penser. Mais voilà, l'idée c'était un peu sa société idéale, c'est-à-dire tout le monde au même pied d'égalité. Bon, il y a une reine certes, mais voilà, tout le monde participe à la communauté. Il y a les idées de tout le monde qui sont pris en compte, parce que c'est assez collectif. Voilà, l'aspect collectif et non pas, on va dire, personnel. Voilà, c'est un petit peu individualiste. Moins dans l'individualisme, voilà, c'est ça. On va rentrer dans l'idée du communisme et du capitalisme. Je m'excuse, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la SF, de toute façon, c'est politique. Et vous avez un autre roman qui est dans un auteur très célèbre actuellement, un autre roman, Frank Herbert, a écrit un roman qui s'appelle La Ruche d'Elström. Il est aussi la même problématique que les fourmis. Qui était sorti entre autres en France et ailleurs et demain. Si tu veux. Je l'ai dans cette collection. À présent, on va enchaîner sur d'autres questions comme les origines de la science-fiction. Si je vous pose la question à vous cinq sur, par exemple, d'où vient la SF et qui a créé la science-fiction, quelles seraient vos réponses? Nicolas? Après, je trouve que c'est un petit peu un peu réducteur de dire voilà, la science-fiction est née à telle date avec telle œuvre. Je pense que ça c'est progressivement. On pense tous à Frankenstein de Mary Shelley qui est sorti en 1812. 1818. 18, pardon.
qui à l'époque était classifié en tant que roman gothique. Donc pas du tout science-fiction, mais pourtant on peut le prendre avec le recul quelques années plus tard en disant bah si, c'était un petit peu de la science-fiction. C'est Isaac Asimov, en fait, auteur de Fondation et du cycle des robots, qui dans les années 80 a décrété que c'était que le Frankenstein de Mary Shelley était le premier roman de SF de l'histoire qui avait convoqué en fait la science dans un récit imaginaire où il était question du galvanisme, donc à savoir la réanimation des chairs par l'électricité. Entre-temps, on s'est rendu compte que c'était pas possible, mais il n'empêche qu'il y avait déjà une démarche qu'il fallait saluer. En tout cas, si on prend du coup Mary Shelley pour créer son Frankenstein, elle a assisté justement à une démonstration d'électricité sur, d'une part, des grenouilles. Oui, elle a fait un travail de recherche. Voilà. Et d'autre part, sur un véritable corps, puisque c'était le corps d'un condamné à mort, donc fraîchement exécuté, à qui on a mis des aiguilles effectivement, électriques des différentes tensions pour pouvoir voir et du coup donc on s'est retrouvé avec des masques atroces sur le visage en fait qui s'étaient formés voilà, et ça l'a extrêmement marqué, chose d'ailleurs qu'ils n'ont pas mis dans le film hein, puisque on voit en fait uniquement la crispation du corps, donc ils n'ont pas montré le visage parce que c'est beaucoup trop horrifique, hein. C'était terrifiant hein. Donc ça l'a énormément marqué et voilà, donc on voit bien qu'elle part tout de même d'une observation, d'une expérience scientifique pour pouvoir réaliser son chef-d'œuvre. Si on veut revenir à l'origine, on peut aller plus loin que Mary Shelley, on peut remonter à Thomas More avec Utopia, qui est écrit au XVIe siècle, qui décrit une société idéale. C'est un peu l'utopie. Et si on remonte encore plus loin, alors je ne me rappelle plus, il y a un auteur en l'an 180 qui a écrit une histoire. J'ai plus Lucien Samosat, c'est le voyage sur la Lune. Voilà, c'est ça. J'étais à deux doigts de parler de Cyrano de Bergerac, justement, avec ce fameux voyage sur la Lune. Et Cyrano de Bergerac, on est au XVIIe siècle. D'ailleurs, Edmond Rostand le reprend un peu dans sa pièce de théâtre, et c'est le passage justement où Cyrano bloque De Guiche pour l'empêcher de rejoindre Roxane le temps qu'elle se marie avec Christian, et justement il lui fait croire qu'il descend de la Lune et qu'il vient de faire son fameux voyage, et il raconte comment avec des fioles de rosée il a pu monter en fait donc atteindre la Lune, rencontrer les Sélénites et redescendre. Et donc je pensais à Cyrano de Bergerac, mais là on est au XVIIe, mais si tu reprends donc cet auteur du Moyen-Âge, c'était encore plus loin. Pour appuyer ce que tu disais, il y a aussi le roman Somnium, le songe, de Johann Kepler, l'astronome allemand, écrit en 1634, donc antérieur en fait au voyage de Cyrano. Voilà, de Cyrano de Bergerac. Donc au 16e. On est au 16e, et il y a beaucoup de... Début du XVIIe siècle. Début XVIIe siècle. Puisqu'ils étaient complètement dans ces questionnements-là. D'ailleurs, Kepler, scientifique et mathématicien, s'est cassé littéralement la tête à vouloir calculer les fameuses ellipses. Et à chaque fois, ça tombait faux, parce que lui était parti sur le concept que c'était des cercles parfaits. Et à chaque fois, ça tombait faux, et ça marchait pas, et ça marchait pas. Et il a déprimé, de voir tous ces calculs faux, et il a fallu en fait qu'il accepte que ces calculs en fait n'étaient pas faux, c'était juste, c'était bien des ellipses, et en fait c'était Platon qui s'était trompé. Donc nous ne vivons pas dans un monde parfait. Non, on ne vit pas. Non. Manque de bol. On avait cru remarquer. Tu confirmes, Jean-Christophe? C'est pas possible qu'il soit parfait, on m'a pillé, c'est fini. Voilà. Oui, mais justement, si c'est un monde qui était voulu par Dieu, il aurait dû l'être. C'est tout le problème en fait qu'ont rencontré successivement Copernic, Galilée, Kepler. Donc justement parce qu'ils sont à la charnière de cette pensée scientifique
finalement antique et médiévale, qui se référait systématiquement aux textes religieux et à se référer systématiquement sur qu'est-ce qu'on disait avant. Ce sont les anciens qui avaient raison. Donc il faut retrouver la parole des anciens pour pouvoir savoir quelle est la vérité. Et là, en fait, c'est finalement pour eux faire table rase du passé, c'était très compliqué, et ça voulait dire remettre en cause Dieu et surtout la vision de l'Église, la vision du pape. Voilà, parce qu'on en a brûlé pour moins que ça. Et Galilée, il est passé à 2 doigts quand même. Et ils lui ont obligé de... Ouais, et il a été obligé de dire non, mais c'était de la science-fiction. Il y avait déjà le mot science-fiction. Non, pas encore. Non, mais en tout cas, on aurait pu lui prêter au moment du procès où on lui a demandé surtout de renier justement ses recherches. Ce qu'on évoque souvent quand on parle des origines de la SF, des auteurs américains connus comme Isaac Asimov, Robert Heinlein ou Ray Bradbury, on oublie souvent les auteurs européens et français. Jules Verne. Oui, mais aussi Maurice Renard, Gustave Le Rouge, Rosny Aîné, Jacques Spitz et Camille Flammarion. Et je pense que c'est important de le rappeler, surtout pour... je vais vous poser donc cette nouvelle question. À votre avis, quand est né le terme science-fiction, le mot en fait en lui-même? Rémi? C'est 1920, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est Hugo Gernsback. C'est Hugo Gernsback, c'est en 1929. Pour concrétiser le... Voilà. J'ai révisé. C'est bien. Et donc, juste une petite parenthèse par rapport à Mary Shelley, c'est étonnant, entre guillemets, mais c'est bien, je trouve, que ce soit une femme qui se reconnaît comme élément précurseur de la science moderne, science-fiction moderne, et de par Asimov. Qui n'a pas un rapport avec les femmes J'ajouterais même, on parlait de l'évolution de la science-fiction, et par rapport aux auteurs du siècle dernier, on sent cette évolution dans la place de la femme dans le récit, où des Asimov, des Silverberg, des Poul Anderson, étaient vraiment relégués au second rang, alors que maintenant, c'est tout l'inverse. On a cette équité qui apparaît dans la science-fiction. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a fallu attendre presque plus d'un siècle en fait pour que des femmes autrices se manifestent. Je pense à certaines. Pas qu'elles se manifestent, mais qu'elles soient reconnues. Qu'elles s'assument différent. Parce qu'elles se sont manifestées. Si vous voulez, en fait, beaucoup modifié leur patronyme pour faire masculin. Si vous voulez, en fait, pour rappeler ça, donc les femmes, elles ont eu la majorité, c'est-à-dire de pouvoir agir pleinement en tant que femme dans la société à partir de 1965. Donc c'est un petit peu récent pour ce qui est de la France. Pour revenir sur Jules Verne, si vous lisez un roman de Jules Verne, faites bien attention aux femmes. Il y a des femmes dans Jules Verne, mais elles n'ont pas de prénom. Mais non. C'est-à-dire, soit elles sont Miss, c'est-à-dire qu'elles ont le nom de leur papa, soit elles sont Madame, et là elles ont le nom de famille de leur mari. Mais elles n'ont pas de prénom. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont effacées. C'est-à-dire elles n'ont pas d'identité propre. Elles sont toujours dans l'ombre de leur mari. Et pour revenir à Mary Shelley, ce qui est intéressant avec elle, c'est que, en fait, on a cru que c'était Shelley, c'est-à-dire le poète, son mari, que c'était lui qui l'avait écrit et qu'il avait mis le nom de sa femme pour lui faire plaisir. Voilà. Et finalement, son père tenait une librairie et était éditeur. Et a mis le nom, en fait, le livre de sa fille en avant, et c'est par ça qu'elle a pu finalement être reconnue, et Shelley lui-même a dit non, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est bien elle, et il a dû le réaffirmer. Et ça a pris quelques années quand même. Oui, ça s'est pas fait tout de suite. Et ce qui est intéressant aussi sur Frankenstein, c'est que finalement, c'est une histoire d'homme, en fait, Frankenstein. Déjà, Frankenstein est un homme, et en fait cherche peut-être à faire l'expérience de la maternité. Pourtant on dit quand même la créature. Oui, d'accord, la créature, mais il crée un homme. On a tendance en fait à appeler le monstre Frankenstein alors qu'en fait c'est son créateur. Oui, mais au fond la créature est un homme. C'est vrai, c'est un morceau, c'est plusieurs en fait, un puzzle d'hommes. Oui, c'est un puzzle d'hommes, mais au final c'est un garçon. Mais avec un nom comme ça, Frankenstein, forcément.
Peut-être qu'il s'appelait Franck, je sais pas. Non, mais en fait, finalement, Mary Shelley, certes, écrit un roman, c'est une femme, mais elle écrit un roman avec ce qui met en avant des personnages masculins. Elle parle pas des femmes, en fait, dans Frankenstein. Elle ne parle pas des femmes. Par contre, elle parle de la maternité. Elle en parle. Parce que Frankenstein, justement, est un homme qui, donc, peut pas tomber enceinte. Il n'a pas de copine d'ailleurs, hein, il n'a pas de femme. Il a une femme, je sais plus. Non, après dans les films qui suivront, il y aura la fiancée de Frankenstein. Non, mais lui, Frankenstein, c'est le savant, il a l'air d'être tout seul. Victor Frankenstein, voilà, il a son aide de camp. Oui, mais c'est pas sa femme. Non, mais on est au XXIe siècle, donc on peut... Alors dans les rapports qu'il a avec Igor, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça pose en effet la question de la maternité. Et en fait, cette créature, c'est son enfant en fait. Oui. C'est son enfant. Et c'est quelque chose que lui ne peut pas réaliser puisqu'il n'est pas une femme, donc il ne peut pas faire d'enfant. Donc il crée justement cet autre avec les moyens du bord, c'est-à-dire des bouts d'hommes qu'il va rassembler, les moyens du bord, et au final, il trouve sa créature monstrueuse, et il ne la reconnaît pas, parce qu'il n'arrive pas, peut-être, alors est-ce qu'il y a un instinct maternel, on peut encore se questionner, mais en tout cas, il ne reconnaît pas sa créature, il la prend pour un monstre, et le monstre lui-même dit, bah, c'est toi qui m'as créé, donc t'es mon papa, donc tu devrais avoir un instinct de papa, et il l'a pas. Donc c'est ça que pose Mary Shelley. Au fond, elle ne parle pas d'une histoire de femme, mais vu que la maternité est présente, c'est bien la féminité ici qui est questionnée. Oui. Si, en fait. T'as bien suivi, du coup, tu réponds en fait à la question suivante, quel est le premier roman de science-fiction, Frankenstein ou le Prométhée moderne?